À la une de cette édition, Religion, Éclosion, deuxième édition de la radio Chandelier en Côte d'Ivoire. Vous aurez les détails tout au long de ce journal. Économie, la fondation Mo Ibrahim a publié ce lundi l'indice Ibrahim 2014 de la gouvernance africaine. L'île Maurice reste en tête du classement. Et actualité internationale, Londres entre de plein pied dans la coalition contre l'État islamique. L'armée britannique a bombardé des positions djihadistes en Irak. Madame, Monsieur, bien-aimés, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Béni TV, le canal de ta bénédiction. Nous démarrons avec l'actualité chrétienne. Éclosion, deuxième édition, organisée par la radio au Chandelier, radio des églises baptistes, œuvre et mission du révérend Dr Yahi Dion Robert a tenu toutes ses promesses. Un concours de découverte de talents chez les plus jeunes, la relève de demain, avec la participation de nombreux chantres. Christian Brio. Ce sont des centaines d'enfants issus de différentes congrégations qui ont effectué nombreux déplacements le dimanche 14 septembre dernier au siège de l'église baptiste œuvre et mission dirigée par le révérend docteur Yahi Dion Robert, 6 dans la commune de Yopougon, ville d'Abidjan, pour assister à la finale de la deuxième édition de Éclosion, concours de chant pour enfants organisé par la radio Chandelier, radio des églises baptistes œuvre et mission. 4 filles et un garçon lauréats des précédentes manches, respectivement de l'église baptiste de Johannesburg, des assemblées de Dieu d'Abobo PK18, de l'église Megad Prosperity et l'église protestante baptiste de Sikoji, se sont affrontés sur 3 disciplines, à savoir le morceau imposé, le morceau à tirage et le jeu biblique. Après une compétition bien enlevée, le premier prix du lauréat de cette année 2014 fut décerné à Conan Jeanne Esther des Assemblées de Dieu d'Abobo PK18. Une cérémonie de découverte de talent qui a vu la présentation du petit Abraham âgé de 5 ans. Un concours riche en couleurs qui s'est achevé par la prestation de plusieurs chants de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Et nous changeons de sujet, nous parlons actualité africaine. Le Niger a fait son entrée parlementaire aujourd'hui, une entrée parlementaire particulière marquée par l'absence du président de l'Assemblée nationale, Hama Hamadou, étant en exil en France après avoir été cité dans le scandale de trafic de bébés importés. Un mandat d'arrêt national a même été lancé contre lui et cette affaire fait couler beaucoup d'encre au Niger. Et certains parlent de complot contre l'adversaire le plus sérieux du président sortant, Mahamadou Issoufou. Et du nouveau, dans l'enlèvement et l'assassinat du Français Hervé Gourdel, le gouvernement algérien affirme avoir identifié certains des ravisseurs, selon le ministre algérien de la Justice, Tayeb Lou, lors d'une intervention à la télévision publique. Les premiers éléments de l'enquête ont permis d'identifier des membres du groupe terroriste auteur de ce crime. Le parquet a déjà requis des mandats d'arrêt à l'encontre des combattants islamistes identifiés et une commission rogatoire a été lancée, toujours selon les propos de Tayeb Lou, pour déterminer le lieu d'où a été postée la vidéo de l'exécution du Français sur Internet.
Et direction à présent le Cameroun où l'avocate franco-camerounaise Lydienne Yeye Eyoum a été condamnée à 25 ans de prison par le tribunal spécial anticorruption de Yaoundé pour détournement de fonds. Son comité de soutien a dénoncé des conditions de détention terrifiantes. L'avocate a été déclarée coupable d'avoir détourné plus d'1 milliard de francs CFA. Son co-accusé, l'ancien ministre des Finances, Polycarpe Abba, a en revanche été déclaré non coupable, mais il reste poursuivi dans plusieurs autres dossiers. Et nous abordons la page économie dans ce journal. La Fondation Mo Ibrahim a publié ce lundi l'indice Ibrahim 2014 de la gouvernance africaine. L'île Maurice reste en tête de ce classement devant le Cap-Vert et le Botswana. La Côte d'Ivoire, quant à elle, réalise la meilleure progression. 2013-2014 a été une année prometteuse pour l'Afrique, en particulier dans les domaines de la participation et du développement humain. C'est du moins la tendance générale qui se dégage de la 8e édition de l'index Ibrahim de la gouvernance africaine, avec la performance remarquée de la Côte d'Ivoire qui progresse de 7,8 points et grimpe à la 40e place du classement. Cet outil passe au crible les données de 52 des 54 pays africains pour en mesurer la gouvernance. Comment ? Par le biais de 4 grands critères censés refléter le plus fidèlement possible l'état de droit et la sécurité, la participation et les droits de l'homme, le développement humain et le dynamisme économique. Avec cet outil distribué aussi bien aux dirigeants qu'aux citoyens, aux institutions internationales qu'au secteur privé, Mo Ibrahim, l'entrepreneur soudanais parrain de la bonne gouvernance, veut stimuler la recherche de meilleures performances des États africains en vue d'un développement véritablement durable. Malheureusement, le Soudan et le Soudan du Sud sont exclus du classement du fait de l'impossibilité de rassembler les données nécessaires. Alors que l'annonce de l'index est généralement suivie de l'annonce du prix Ibrahim du leadership d'excellence, il faudra attendre début 2015 pour connaître le nom du lauréat qui sera récompensé pour ses qualités de leader exceptionnel. Et en Côte d'Ivoire, mise en liquidation de la BFA, la Banque pour le financement de l'agriculture, un établissement public. L'agrément de l'établissement a même été retiré. L'annonce a été faite hier mardi par la ministre ivoirienne en charge de l'économie et des finances auprès du Premier ministre Nialé Kaba. L'une des raisons avancées par la ministre est le déficit structurel. Et cette banque dédiée au financement de l'agriculture et de l'agro-industrie a été créée en 2004. Alors, effectivement, je vous remercie. Je voudrais donner lecture donc d'un communiqué du gouvernement. Allez-y. Il a été donné au gouvernement de constater que le déficit structurel enregistré par la Banque pour le financement de l'agriculture, en abrégé BFA, se creuse d'année en année et constitue à ce titre une menace certaine, non seulement pour ses clients, mais également pour l'ensemble du système bancaire. Face à ce risque systémique et pour préserver l'équilibre du secteur bancaire, la Commission bancaire a procédé, au cours de sa session du 29 septembre 2014, au retrait pur et simple de l'agrément de cette banque et à sa mise en liquidation à compter de ce jour. Cette mesure est conforme aux principes de bonne gouvernance et s'inscrit dans la droite ligne de la politique d'assainissement et de restructuration du secteur bancaire ivoirien. Le gouvernement ivoirien tient à rassurer les clients, le personnel et les partenaires de la BFA sur la préservation prioritaire de leurs intérêts dans ce contexte particulièrement sensible de rentrée scolaire et de fin de mois pour les clients de la banque. En conséquence, les mesures d'urgence suivantes ont été arrêtées. Premièrement, l'affichage dès le jeudi matin dans les agences de la BFA du dispositif mis en place pour procéder au paiement des revenus de fin de mois des clients, paiements qui seront effectués dans les postes comptables du Trésor public. Deuxièmement, la mise en place d'un plan de dédommagement et d'une politique sociale pour le personnel. Troisièmement, conformément à la réglementation en vigueur,
le liquidateur, sous la supervision d'un comité de suivi, procédera à l'appurement de l'entièreté du passif de la banque. Le gouvernement précise que toutes les dispositions ont été prises afin que la mise en liquidation de la BFA n'ait aucune incidence sur l'ensemble du système bancaire. Ce 1er octobre est la journée mondiale du cacao et cette journée marque en Côte d'Ivoire le début de la nouvelle campagne cacaoyère. Les yeux donc sont tous rivés sur ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Une campagne qui s'annonce cependant difficile avec l'épidémie du virus Ebola. La Côte d'Ivoire fait frontière avec la Guinée et le Libéria, pays où sévit la maladie. Et parlant de ce virus Ebola, un premier cas de ce virus hors d'Afrique a été découvert aux États-Unis. Un malade en provenance du Libéria a été hospitalisé à Dallas, au Texas. Mais Washington reste confiant. Les autorités ont rassuré la population d'une absence d'épidémie aux États-Unis. Elles ont également affirmé que durant la période d'incubation, le malade n'est pas contagieux. Premier cas d'Ebola aux États-Unis. De retour d'un voyage au Libéria, le malade n'a consulté un médecin que 6 jours après son arrivée sur le territoire américain, un laps de temps qui laisse craindre de nouvelles expositions au virus. L'adulte en question est actuellement soigné à Dallas, au Texas. Explication du directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies. Je ne doute pas que nous contrôlerons cette importation. Ce cas d'Ebola ne s'est pas propagé dans le pays. Il est possible que quelqu'un qui était en contact avec cet individu, un membre de la famille ou autre, puisse développer la maladie dans les prochaines semaines. Mais pour moi, il n'y a aucun doute, nous l'arrêterons là, dit-il. Un traitement expérimental pourrait lui être administré selon les autorités américaines qui envisagent d'avoir recours au plasma sanguin d'un autre patient ayant guéri de la maladie. Le virus, lui, a déjà fait 3000 morts en Afrique de l'Ouest. Les chanteurs et dessinateurs africains apportent leur pierre à l'édifice dans cette lutte et la prévention contre le virus Ebola. Chansons entraînantes et caricatures saisissantes, une participation originale aux efforts de sensibilisation, maillon essentiel de la lutte contre le virus. On voit que dans les dessins, on a mis en scène des scènes assez cocasses et simples, mais en même temps qui, quelque part, véhiculent un certain message. Voilà, parce que dire des choses de façon simple, c'est toujours mieux, hein, mais vous verrez qu'un dessin en lui-même comporte tous les aspects d'une question donnée. Voilà, on n'a pas besoin de tout expliquer. Quand le gars il lit, il rigole, mais en même temps il retient quelque chose. Avec mon dessin plein d'humour, le message de sensibilisation contre l'Ebola passe rapidement. Et nous abordons la page internationale dans cette édition d'information et nous le disions en titre, les Britanniques officiellement dans la lutte contre l'État islamique. Des avions de chasse ont bombardé des positions djihadistes pour la toute première fois depuis le feu vert donné vendredi dernier par les députés britanniques. Première frappe britannique en Irak contre l'organisation État islamique. Des avions de chasse Tornado ont bombardé des positions djihadistes pour la première fois depuis le feu vert donné vendredi dernier par les députés à une intervention militaire de la Grande-Bretagne et à sa participation à la coalition internationale. D'après le ministère de la Défense à Londres, les avions sont partis d'une base située à Chypre avec pour objectif de détruire un poste d'armement lourd qui menaçait les forces kurdes. Alors que les États-Unis et la France bombardent déjà des positions de l'EL respectivement depuis août et septembre, le Premier ministre conservateur David Cameron a demandé et obtenu l'autorisation de la Chambre des communes. L'opposition travailliste a largement soutenu cette option intervenue après l'assassinat du travailleur humanitaire David Haynes et alors que 2 autres otages britanniques sont menacés de mort par l'autoproclamé État islamique. L'Union européenne décide de maintenir les sanctions contre la Russie, des sanctions économiques comme justificatif. L'UE a déclaré que l'accord de paix signé dans l'est de l'Ukraine n'était toujours pas appliqué sur le terrain.
Ils sont en train d'évaluer l'implémentation de l'accord de cessez-le-feu et du plan de paix mis en place il y a quelque temps, puis modifié. Il n'y a qu'en considérant cette évaluation et si la situation sur place évolue, que la Commission et les services d'action extérieure pourraient préparer des propositions pour des changements potentiels. Donc en ce moment, nous évaluons l'implémentation de l'accord de cessez-le-feu et du plan de paix. Et comme pour corroborer la décision de l'Union européenne, d'intenses combats à l'arme lourde se poursuivent autour de l'aéroport Prokofiev de Donetsk, un aéroport contrôlé par l'armée ukrainienne aux portes de la principale ville détenue par les rebelles à Lugansk. Également hier, des combats ont été constatés. Malgré la trêve signée entre Kiev et les séparatistes de l'Est ukrainien, d'intenses combats se poursuivent à l'arme lourde autour de l'aéroport Prokofiev de Donetsk. Un aéroport contrôlé par l'armée ukrainienne aux portes de la principale ville détenue par les rebelles. L'enjeu est de taille et les affrontements témoignent de la fragilité du cessez-le-feu ici, mais aussi dans la région de Louhansk. À Prospana, hier, des tirs ont fait un mort et 2 blessés graves. Depuis le cessez-le-feu signé le 5 septembre, au moins 58 personnes ont péri dans l'est de l'Ukraine. Plus de 3200 personnes ont perdu la vie depuis le début des affrontements en avril. Et direction à présent le Japon où le bilan de l'éruption volcanique s'alourdit. De nombreux corps ont été découverts, des randonneurs piégés comme les 36 autres recensés par les secours. Si le bilan est confirmé, cette catastrophe pourrait bien être la plus meurtrière depuis 1926. Le volcan japonais a fait de nouvelles victimes. Une dizaine de corps ont été découverts sur les pentes du mont Otake, entré en éruption samedi. Des randonneurs piégés, comme les 36 autres morts recensés par les secours. Des secours qui ont repris leurs recherches ce mercredi après une interruption la veille en raison de la présence de gaz toxiques et des risques de nouvelles éruptions. Si le bilan de 46 morts se confirme, cette catastrophe pourrait bien être la plus meurtrière depuis 1926, où 43 personnes avaient péri. L'éruption imprévisible a surpris les randonneurs. Regardez cette vidéo de l'un d'eux qui passe de la curiosité à la terreur. Et nous terminons ce journal avec le 65e anniversaire de la République populaire de Chine, une célébration dans le calme malgré les manifestations de ces derniers jours à Hong Kong. On pouvait observer cependant une forte présence policière face à des manifestants pro-démocratie toujours fortement mobilisés. La fête nationale chinoise est particulièrement tendue aujourd'hui à Hong Kong. Des dizaines de milliers de manifestants restent mobilisés contre le régime, inacceptable pour le parti unique qui célèbre aujourd'hui son 65e anniversaire. Ce mouvement, le plus important depuis que la Grande-Bretagne a rendu ce territoire à la Chine il y a 17 ans, met Pékin face à un dilemme. Une répression trop violente inquiéterait les investisseurs. Laisser faire pourrait inspirer des mouvements similaires sur le continent. Si un pays fait ce qu'il faut et que son peuple en est convaincu, les gens célébreront la fête nationale, explique ce lycéen. Mais ce n'est pas le cas. Et en ce jour anniversaire, nous sommes nombreux à dire à notre gouvernement que nous ne sommes pas satisfaits de lui. Je veux dire à la Chine que Hong Kong veut maintenir un État avec 2 systèmes. Nous voulons la liberté et la démocratie, souligne cette serveuse. Malgré la violente répression du week-end, le mouvement semble s'installer. En témoignent les campements, les réserves d'eau et de nourriture qui s'organisent à présent, place Baowinia. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis et que Dieu vous bénisse.